Bonsoir mesdames et messieurs, nous souhaitons ce soir mettre en avant un secteur d'investissement, le private equity, dont beaucoup d'entre vous ont déjà entendu parler, mais qui reste encore assez méconnu quant à son fonctionnement d'une part, et d'autre part à ses qualités intrinsèques, incluant bien entendu ses performances historiques. En effet, pourquoi se diriger vers des actifs non cotés en bourse alors que tant de concurrents cotés sont déjà disponibles et bien plus liquides? Justement, c'est ce contexte de prise de participation dans des sociétés non cotées ayant besoin de financement à des taux acceptables qui justifie à la fois la réelle diversification que constitue cette classe d'actifs et le côté contracyclique par lequel les investissements ne sont pas soumis à la vision souvent trop court-termiste des actionnaires. Cette classe d'actifs dont la collecte est en hausse constante et de plus présente dans nos contrats d'assurance vie et de capitalisation, car l'exigence de support stable et moins sensible aux cycles économiques et aux aléas de la conjoncture est désormais très forte, via des participations dites de fonds de portefeuille. Par ailleurs, les entreprises faisant l'objet d'accompagnement en non coté sont souvent des sociétés en croissance, des sociétés dites de croissance qui dégagent ou dégageront de robustes cash flows et des revenus exponentiels. C'est d'ailleurs cette forte visibilité qui intéresse les acteurs du private equity. Pour en parler plus précisément et notamment présenter deux options déjà disponibles dans l'offre que porte Alta Profit, je reçois ce soir Louis Desforges de Isatis qui nous présentera le FCPR Isatis Capitalisation et retraite, ainsi que Alexis Filicetti de General Levy qui mettra en valeur le fonds commun de placement à risque Lumina World Fund. Bonsoir Louis, bonsoir Alexis. Bonsoir Jean-Yves et bonsoir à Bonsoir tous. Jean-Yves, bonsoir à tous. Eh bien, messieurs, on va rentrer immédiatement dans le vif du sujet. Je m'adresse tout d'abord à Louis. Est-ce que vous pouvez nous faire une sobre présentation du private equity dans son ensemble? Oui, bien sûr Jean-Yves. Alors le private equity, pour le dire en français, c'est le capital investissement. Et donc le capital investissement, c'est l'investissement en capital aux sociétés qui ne sont pas cotées en bourse, comme tu l'as dit en introduction. Donc ensuite, une société qui n'est pas cotée en bourse, c'est à mettre en opposition avec des sociétés qui sont cotées sur des plateformes et sur lesquelles on peut venir, nous particuliers, acheter un petit bout de cette entreprise. Donc là, on est sur du marché privé, le private equity. Sur cette classe d'actifs qui est le private equity, on va avoir des stratégies qui vont dépendre du stade de vie de l'entreprise. Donc en fait, un acteur de private equity, un fonds de private equity va accompagner l'entreprise de sa création au moment où elle est start-up. Donc, c'est ce qu'on va appeler le capital amorçage ou le capital risque. Donc là, on est sur une entreprise qui a besoin de financement pour se lancer, pour créer un produit, pour créer un service et aller faire son lancement commercial. Ensuite, la société, une fois qu'elle est rentable, qu'elle a déjà son produit, qu'elle a ses premiers clients et qu'elle génère des bénéfices positifs, on passe dans le capital développement et donc là dans le besoin de financement d'une croissance organique ou d'une croissance externe ou par exemple le développement à l'international. Et ensuite, souvent ces opérations-là sont couplées avec des opérations de capital transmission où là on est plutôt sur des entreprises matures qui génèrent toujours des bénéfices importants. Et là, on est sur une transmission de l'entreprise ou une recomposition capitalistique de l'entreprise, soit pour faire sortir des actionnaires historiques, pour en faire rentrer des nouveaux, ou pour faire monter des associés ou des salariés au capital de l'entreprise. Et ensuite, on a aussi un dernier point, c'est le capital retournement, mais qui là, il va être vraiment marginal. Hein, ça représente 1% aujourd'hui du marché en termes de levée de fonds et en termes d'investissement, je veux dire. Où là, on est vraiment sur la reprise de sociétés qui sont en difficulté, mais là, on est vraiment sur des fonds de private equity vraiment spécialisés sur cette stratégie. D'accord. Alors, si je résume, on peut noter que le capital investissement comprend l'amorçage, le capital risque, le capital développement et la transmission. Quel est le positionnement d'Isatis sur ces différentes stratégies? Ouais. Alors, Isatis Capital, déjà pour remettre dans le contexte ceux qui ne nous connaissent pas, on est une société de gestion qui est indépendante et on a 20 ans d'expérience dans le capital investissement. Et où est-ce qu'on va se positionner sur ces grandes stratégies?
c'est sur les stades de vie les moins risqués de l'entreprise, que sont le capital développement et le capital transmission. Donc, une fois que la société est déjà rentable et génère donc des bénéfices et qu'elle est en phase de croissance et cherche de l'accompagnement. D'accord, très bien. Alors pour Alexis, une fois qu'on a connu ces différentes phases dans le développement donc de la société, de son départ jusqu'à une phase de maturité plus importante, vous faites-vous intervenir différents partenariats entre Generali, Lumina, donc la plateforme de distribution, et Adam Street, qui est le spécialiste du private equity. Pourquoi avoir choisi Adam Street et pouvez-vous nous expliquer qui sont les intervenants dans votre fonds qui s'appelle Lumina? Ouais, bien sûr. Alors ouais, effectivement, le fonds s'appelle GF Lumina Private Equity World. Ce fonds, c'est un triptyque, 3 expertises. La première, Generali Vie, donc qui est l'assureur Generali, vous connaissez, qui va assurer la liquidité. Alors, je vais insister sur ce point. Private Equity est une classe d'actifs historiquement réservée aux investisseurs institutionnels parce que pas liquide, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, en règle générale, quand vous investissez dans le private equity, vos fonds sont bloqués pendant 3, 4, 5 ans. Aujourd'hui, avec cette offre et grâce à Generali Vie, vous allez pouvoir sortir ou entrer toutes les 2 semaines. Donc, on a rendu une classe d'actifs non liquide. La deuxième chose, c'est que c'est réservé aux institutionnels parce qu'on a des montants d'investissement qui sont d'habitude assez importants. Là, vous allez avoir une offre disponible dès le premier euro. Donc, on a voulu vraiment démocratiser le private equity et c'est grâce à Generali Vie. Deuxième intervenant, c'est Lumina. Je représente moi Generali Investment, qui est la société de gestion du groupe Generali. On a un écosystème de sociétés de gestion. Lumina en fait partie. Lumina, il faut voir ça, c'est une plateforme alternative. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'ils vont être entre un sélectionneur de fonds et un juriste. Ils vont sélectionner des expertises qui n'étaient pas commercialisables en Europe pour des aspects juridiques. Ils vont les rendre commercialisables en Europe sur les classes d'actifs alternatives, c'est-à-dire le private equity et les hedge funds. Aujourd'hui, on va parler de private equity. Et ils ont choisi tout simplement Adam Street Partners pour gérer cette solution. Et en 2 mots, pourquoi Adam Street Partners? Tout simplement, on avait un cahier des charges bien précis. Il nous fallait un gérant déjà avec un bon historique, que ce soit en termes de performance ou en termes d'exercice, puisqu'Adam Street exerce depuis les années 70, a un historique de performance très bon. 18% par an en moyenne depuis les années 70, et il nous fallait aussi un gérant qui est comment dire, pluridisciplinaire et qui peut investir sur toutes les structures de capital que Louis vient de vous présenter. Et donc Adam Street, qui est un gérant américain mais qui gère 50 milliards, était un très bon candidat. Et par rapport à des mastodontes du private equity comme Apollo, Carlyle, Blackstone, il en est où Adam Street? Il gère combien d'actifs à date? C'est 50 milliards. 50 milliards. 50 milliards, donc ils font partie vraiment des gros gérants de private equity dans le monde. D'accord. Merci. Pour Louis de Isatis, est-ce que vous pouvez nous rappeler, parce qu'on parle évidemment de société, mais lesquelles en réalité, pouvez-vous nous rappeler les critères normatifs des PMI et ETI dans lesquels vous investissez, donc en réalité nombre de salariés, bilan, chiffre d'affaires. C'est important qu'on situe les normes d'investissement avec les sociétés sur lesquelles vous positionnez vos actifs. Oui, tout à fait. Alors nous, notre métier, donc c'est, comme je le disais, c'est l'investissement au capital d'entreprises qui sont rentables, et on va sélectionner des PME qui sont françaises. Donc déjà, on investit exclusivement dans le private equity sur le territoire français, et donc on va sélectionner très majoritairement des PME. Donc ce sont des petites et moyennes entreprises. Par la définition d'une PME, c'est une entreprise qui fait moins de 50 millions d'euros de chiffre d'affaires et moins de 250 salariés. Au-delà de ça, ce qu'on va chercher dans les entreprises qu'on identifie, qu'on cible et qu'on sélectionne, c'est des entreprises qui sont en phase de croissance, c'est des entreprises, comme je le disais, qui sont rentables, qui sont innovantes. Et l'innovation, c'est pas uniquement chez les startups, c'est à tout stade de vie d'une entreprise. Une société qui n'innove pas, c'est une société qui finit par mourir. Donc ça, c'est le très gros de nos investissements, et on accompagne ces PME derrière pour les transformer en ETI. Donc on a aussi dans notre participation, dans notre portefeuille, des ETI, des entreprises de taille intermédiaire,
mais on va les qualifier de petites ETI, c'est-à-dire qu'une ETI, c'est entre 50 millions d'euros de chiffre d'affaires et 1,5 milliard. Donc, vous voyez qu'il y a un écart énorme. Quand je parle d'ETI, de mon côté, c'est des ETI qui vont avoir 100 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc, voilà. Donc, on est plutôt sur nous des grosses PME ou des petites ETI. Très bien. Bah, écoutez, merci. Je crois que les PME, c'est aussi 43 millions au bilan, hein, Exactement, hein. exactement. Ok. Alexis, on voit que donc un petit peu la suite de cette première question qui a été posée à Louis Loisatis à l'instant. On voit que vous intervenez donc sur différentes stratégies. Alors vous, c'est un petit peu différent, mais les choses sont proches. Le capital développement, le capital investissement, le co-investissement, la dette privée, marché primaire et secondaire. Est-ce que vous pourriez sobrement nous définir ces types de stratégies sur lesquelles vous êtes positionné? Oui, bien sûr. Donc, il y a deux types d'investissements à distinguer, enfin deux grandes familles. Adam Street fait à la fois des investissements directs et aussi des investissements dans des fonds. Donc, c'est un fonds de fonds. Le primaire et le secondaire, les investissements dans les marchés primaires, c'est tout simplement des investissements dans des fonds gérés par des sociétés tiers, dès leur lancement. L'investissement dans les marchés secondaires, là, ça va être entre guillemets le marché de l'occasion. Hein, c'est tout simplement des fonds qui ont été émis sur le marché primaire, qui arrivent pas forcément proches de la maturité, mais en tout cas qui sont en cours de vie. Les porteurs de parts vont vouloir vendre leurs parts et Adam Street arrive pour racheter les parts, donc sur le marché secondaire. Ça, c'est pour tout ce qui est fonds de fonds. Ensuite, Adam Street fait aussi de l'investissement direct, donc en capital développement, mais ça, Louis l'a très bien défini. Il faut aussi du co-investissement, c'est-à-dire que au titre des parts qu'ils détiennent dans les fonds d'investissement dont on vient de parler, en primaire et en secondaire, ils ont accès aux vues des gérants. C'est-à-dire que quand le gérant a un deal spécifique, Alexis, au oui, quoi? Au vu des gérants? à la vue des gérants, À la exactement. vue des gérants, d'accord, À la d'accord. vue des gérants, c'est-à-dire que s'ils sont investis dans un fonds, on parlait d'Apollo tout à l'heure, voilà, Mhm. ils vont avoir accès au gérant de ce fonds qui va dire, bah, en tant qu'investisseur de mon fonds, en tant qu'actionnaire de mon fonds, Mhm. je te dis que moi je veux investir dans telle entreprise, il y a 100 à investir, moi j'ai 80 à investir, est-ce que tu veux investir les 20 avec moi? Donc ça, c'est spécifique au private equity et au co-investissement, et c'est quelque chose qu'on ne voit pas du tout dans les marchés cotés. Donc c'est vraiment spécifique à cette classe d'actifs-là. Et enfin, on a la dette privée. La dette privée, c'est tout simplement des obligations non cotées. Donc, on fait office de banque, on va prêter au marché privé et financer l'économie réelle. Donc, c'est très diversifié en termes de stratégie d'investissement, comme vous pouvez le voir. D'accord, donc si j'ai bien compris, le co-investissement, en réalité, c'est une façon de diluer le risque et d'aller sur un dossier à plusieurs en partageant ce risque, hein, tout simplement. Et en ayant accès aux vues des gérants en tant qu'actionnaire d'un fonds. Donc, c'est spécifique au private equity et c'est une Très très bonne bien, stratégie. parfait, merci Alexis. Donc, je retourne vers Louis. Finalement, vous faites un zoom via les thèmes essentiels que déjà beaucoup d'autres abordent, hein. Donc, on voit les grands classiques, hein, digital, services dédiés aux entreprises, santé, technologie. Alors, en ce qui vous concerne, on est sur un contexte quasiment exclusivement tricolore. Est-ce que ces trajectoires très classiques, hein, oserais-je dire, sont suffisantes pour vous démarquer de vos compétiteurs? Oui, alors merci de rappeler les secteurs d'activité dans lesquels nous investissons au sein d'Isatis. Donc oui, on est nombreux à investir dans ce secteur-là, mais c'est pourquoi? Parce que c'est des secteurs qui sont à forte dynamique de croissance, c'est des secteurs qui sont profonds et c'est des secteurs qui ont de belles décennies devant eux. Quand on parle de transformation digitale, il y a un réel besoin pour les prochaines décennies. Idem pour la santé. Derrière, comment on va se positionner? Alors déjà, comme je l'expliquais, nous, on est plutôt positionné sur des petites capitalisations quand on compare à d'autres acteurs du private equity. Nous, on est vraiment le spécialiste de la PME pour la transformer en ETI. Donc ça, c'est déjà un premier positionnement. Ensuite, on va vraiment être uniquement dans du B2B ou alors, par moment, ça peut nous arriver de faire du B2B2C. Donc, on fait pas du tout ce qui est consommation. Et dernier point, ensuite, on a un positionnement, une caractéristique au sein de notre équipe, c'est qu'on fait pour la plupart du temps des opérations qu'on appelle primaires, c'est-à-dire qu'on est très majoritairement le premier fonds d'investissement qui entre au capital de la PME.
Donc, on cherche vraiment des entrepreneurs qui ont cette ambition de se développer et d'avoir de l'accompagnement d'un fonds d'investissement. Et donc, nos équipes sont là pour accompagner le dirigeant dans sa stratégie et son projet de croissance ambitieux. D'accord. Mais ce que j'ai compris, c'est que vous investissiez majoritairement dans des PME qui pouvaient être des petites ETI, mais est-ce que votre logique d'investisseur, c'est systématiquement que la PME devienne ETI? Est-ce que le fait que la société grossisse est une fin en soi ou pas? Alors, qu'elle passe ETI, pas forcément, qu'elle grossisse évidemment. On a plusieurs leviers pour faire grossir pour avoir du rendement sur une opération. On peut travailler sur son effet sur sa croissance organique interne, en recrutant avec les capitaux des nouvelles équipes commerciales, en allant chercher des nouveaux marchés, en se digitalisant, en réduisant les coûts. On a une stratégie derrière aussi de croissance externe, où là, c'est vraiment avec cette stratégie-là qu'on va plus rapidement atteindre le cap d'ETI, mais ça s'adapte à des marchés qui sont très éclatés et qui ont besoin d'être reconcentrés. Donc, c'est là-dedans, et je donnerai plus tard, si vous le souhaitez, un ou deux exemples de sociétés où on va faire de la croissance externe. Et après, on va jouer aussi, il va y avoir aussi sur une partie d'effet de levier, mais qui reste très modéré et très faible chez Isatis Capital. En forme de clin d'œil vis-à-vis de la crise Covid qu'on vient de traverser, est-ce que vous avez des entreprises dédiées à la santé qui ont participé activement à la résolution de près ou de loin de cette crise? Alors, qui ont participé, non, je répondrai non, parce que, en fait, on n'est pas du tout positionné, quand je parle de santé, on n'est pas du tout positionné sur tout ce qui est création de médicaments, biotechnologie, qui sont vraiment des investissements qui sont très très longs et qui sont plutôt des phases d'amorçage. Donc, on n'est pas du tout là-dedans. On va être plutôt dans la distribution de produits de santé. On va plutôt être dans le matériel médical, comme les électrocardiogrammes, par exemple. On a une société qui de ce type de produit, ou dans la nutrition. Et pourquoi le contexte exclusivement tricolore? Parce qu'on est une équipe de 18 personnes et qu'on a assez à faire en France. Donc, on est spécialisé pour le moment sur l'investissement en France. Et on a 140 000 PME, donc on a un très, très joli terroir d'entreprises qui cherchent du financement et de l'accompagnement en France. Donc, pour le moment, on reste là sur le territoire français. D'accord. Alexis, vous, à contrario, exclusivement tricolore, ça vous parle beaucoup moins. Vous êtes international. On est international avec un gros biais sur les États-Unis puisqu'Adam Street est un gérant américain. Le vivier du private equity, il se fait surtout aux US, même si, comme le disait Louis, on a aussi beaucoup à faire en France et ça participe au plan de relance, donc c'est génial. Mais effectivement, là, on a à peu près 80% de notre allocation, nous, qui est aux États-Unis. D'accord. Un petit peu la même question que précédemment pour Louis. Les multiples cibles sur lesquelles vous investissez, est-ce qu'elles ne représentent pas une dispersion trop importante? J'imagine que non, mais si tel est le cas, en tous les cas, si vous jugez que potentiellement il fallait un petit peu se resserrer, pouvez-vous nous expliquer en quoi ces différentes stratégies sont du coup complémentaires? En fait, ces différentes stratégies, c'est vraiment la richesse du fonds. Je l'ai dit en début de webinaire, on a 2000 lignes, à peu près 2000 entreprises dans le fonds. Vous voyez 56 transactions, mais ça prend en compte les fonds d'investissement. Donc, on a à peu près 2000 entreprises dans le fonds et c'est vraiment comment dire, cette addition de stratégie qui va nous permettre d'avoir sur une classe d'actifs qui est historiquement assez risquée, une vraie diversification, qu'elle soit sectorielle, par type d'investissement, géographique, très intéressante, et ça va dans le sens de la démocratisation. On voulait faire connaître, en tout cas cette classe d'actifs qui commence déjà à être connue, mais faire connaître un peu plus cette classe d'actifs et être diversifié au maximum. D'accord. Et pour étancher ma curiosité, combien de personnes décident qu'on va aller sur cette classe d'actifs plutôt que sur cette autre? Combien de personnes sont décisionnaires au final pour aller dans une trajectoire plutôt qu'une autre, par exemple?
Chez Adam Street, il y a quand même 260 collaborateurs, donc je vais pas exactement donner le nombre d'analystes, enfin ça se passe comme dans les grosses entreprises. On a des comités d'investissement suivis de comités des risques. On a quand même beaucoup de monde autour de la table et voilà, les décisionnaires, ça va être le directeur des investissements. Mais on a une bonne centaine de collaborateurs qui est impliqué par transaction. D'accord, merci. Alors pour Louis de Isatis, quelle est votre politique d'investissement en termes de piliers extra-financiers? Bon, ça c'est des grands classiques, hein, des poncifs. Néanmoins, on voit bien que ce sont des stratégies qui intéressent de plus en plus nos auditeurs. Pour aller chercher la performance, se diversifier, éviter les risques environnementaux et être à peu près certain de la sincérité du gérant et des trajectoires, hein, que proposent les gérants, l'environnement, le social, la gouvernance d'entreprise. Voilà, quelle est votre politique d'investissement dans ces domaines? Ouais. Alors, quand on fait du capital investissement, on est par définition actionnaire de l'entreprise. On a une part du capital de l'entreprise. Dans le cas d'Isatis Capital, on va avoir une position qui va être minoritaire ou majoritaire par moment. Et en tant qu'actionnaire et en tant qu'investisseur au capital, en fait, on fait forcément de l'ESG. On fait au moins du G et du S, c'est-à-dire de la gouvernance et du social, parce que si on rentre au capital d'une société et que ça ne se passe bien avec les dirigeants, on ne peut pas sortir comme ça du jour au lendemain. Donc là, le côté gouvernance est absolument primordial. De la même manière, l'aspect social, il faut vraiment que les salariés adhèrent au projet de l'entreprise pour que ça se passe bien et en harmonie. Donc en fait, tous les acteurs de private equity sont obligés par nature de faire du G et du S. Ensuite, sur le côté environnement, ça arrive petit à petit. Nous, au sein d'Isatis, on a vraiment formalisé le côté environnement depuis 2017. Et donc, aujourd'hui, systématiquement, on vient prendre des actions avec nos participations et on les aide pour qu'elles s'améliorent sur ces pratiques ESG et notamment sur l'environnement. On vient, par exemple, mettre en place une mesure de l'empreinte carbone des participations et ensuite on met en place un plan d'amélioration de cette empreinte. Et un autre exemple, c'est que on va mettre dans tous les packs d'actionnaires qu'on fait dorénavant des clauses et donc des critères à suivre sur ces trois piliers que sont la gouvernance, le social et l'environnement. D'accord, donc vous mesurez les progrès qui ont pu être faits par les sociétés sur tous ces impacts, Ouais. mais est-ce que vous êtes aussi force de proposition en réalité? Je crois comprendre Ouais. que oui, mais j'en suis pas tout à fait sûr. Oui, bien sûr, bien sûr. Dans notre logique d'accompagnement, c'est là qu'on va les aider. On va regarder en fonction de leur. Alors, une entreprise de service, une entreprise de technologie, une entreprise dans la santé ne vont pas forcément avoir le même business model, le même marché. Donc, en fait, on va pas travailler sur les mêmes choses. Mais en fonction du marché et du métier, on va regarder les objectifs de développement durable de l'ONU qui sont en adéquation avec cette entreprise. Et sur ces points-là, on va les accompagner. On a d'ailleurs des consultants externes qui sont spécialisés dans ces pratiques-là pour derrière améliorer parce que certes, c'est bien évidemment parce qu'il y a une demande des investisseurs et il y a une demande tout le monde pousse dans ce sens-là pour faire plus de ESG, mais c'est également source de création de valeur pour l'entreprise. D'accord, vous parliez de l'ONU, c'est ça? Pardon? Vous parliez de l'ONU, si j'ai cru Oui, comprendre? de l'ONU, l'ONU a mis en place un certain nombre d'objectifs de développement durable qui sont au nombre de 16 d'ailleurs. D'accord, ça n'a rien à voir avec le rapport Brundtland de 87 sur le développement durable, comment répondre aux besoins des populations actuelles sans compromettre ceux des populations futures, qui était un petit peu le cœur du cœur de ces stratégies extra-financières avec la responsabilité sociale des entreprises qui s'est mis en place à partir de 2000. Ça n'a rien à voir, c'est à part. Il me semble que c'est venu après, en fait, ça s'appelle les PRI, c'est les principes pour l'investissement responsable. D'accord. En anglais, c'est inversé, PRI. Ouais. Ok, ils inversent toujours. Ouais. Hein, C'est on n'est donc une pas... charte qui est signée par de plus en plus d'acteurs du milieu du private equity et nous on l'a signée dès 2017. Très bien. Merci Louis. Donc Alexis de Lumina via donc Generali, quelles sont les principales thématiques d'investissement que vous portez et est-ce qu'elles sont plutôt égalitaires en réalité?
Alors les principales thématiques, ça va être de la transition digitale avec des logiciels, enfin de la technologie au global. On va aussi avoir de la santé, on en parlait tout à l'heure. De l'ingénierie de la fabrication. Je pense à une entreprise comme Colson, par exemple, qui est le leader mondial de la roulette que vous avez sous vos petits fauteuils. Donc, on est vraiment dans l'économie réelle, là, vous voyez. D'accord. On va aussi Et les jouer le roulements à billes, comportement. les roulements à billes, ça, en réalité, hein. Les roues, Un petit pardon? peu. Les roulements à billes? Oui, voilà, enfin, non, les roulements à billes, enfin, tout ce qui est roulette, Mhm. en fait, au global, hein. D'accord. Je vous invite à taper Colson sur Internet. Mhm. On va aussi jouer le comportement des consommateurs. Je pense à une entreprise aussi. On a pris des participations dans Near You. Near You, c'est une application qui va vous permettre un peu comme Airbnb, sauf que ça va vous permettre de trouver des espaces de travail à travers le monde. Donc ça fait partie de la démarche du télétravail D'accord. euh, que toutes les entreprises nous offrent. Et là, on pourra choisir moyennant un paiement, bien entendu, un espace de télétravail proche de chez nous assez facilement. D'accord. Rien à voir avec WeWork, non, c'est Cousin Germain, peut-être? WeWork en fait partie. WeWork sera D'accord. bien sûr, je pense, sur l'application. Ouais. D'accord. Alors, merci Alexis. Pour Louis, bon, bah, on a bien vu que vous tentiez d'accompagner les entreprises de votre portefeuille avec les différentes actions que vous nous avez déjà expliquées. Si jamais vous sentez un peu court, comment ça se passe? À qui vous faites appel si vous jugez que votre équipe de 18 analystes n'est pas suffisamment armée pour diverses raisons et accompagner au mieux les entreprises? Est-ce que vous faites appel à d'autres, hein, Ouais, bien par sûr. Bien sûr, je prenais l'exemple de l'ESG. Alors maintenant, on a recruté une personne qui a pris une partie de cette charge de travail sur les aspects ESG. C'est pas exclu que l'équipe grossisse dans l'avenir, mais exemple? sur des points précis, on va avoir un réseau de partenaires et on va se baser sur eux et sur leur expertise pour derrière aider nos entreprises. Vous savez, une PME qui est au milieu de la France et qui n'a pas l'habitude de faire appel à des sociétés de conseil pour revoir leur organisation digitale, par exemple, elle ne va pas Ouais. forcément avoir les bons contacts. Donc là, typiquement, on va faire appel à d'autres sociétés qui sont peut-être possiblement dans notre portefeuille pour derrière les mettre en relation et les aider à se digitaliser. Ça, c'est un premier exemple. On va les aider autrement, hein, derrière, on va aussi les aider sur des notions de recrutement. On parlait de services aux entreprises. On a dans nos participations des entreprises qui sont dédiées dans le recrutement et notamment dans le temps partagé. On va les aider donc à recruter, à mettre en place un directeur financier. Ça, c'est quelque chose qui est assez peu fréquent dans les PME qu'on accompagne, qui sont pas encore structurées, qui considèrent ça comme un coût et pas comme une source de création et de réduction des coûts et d'amélioration de la performance sur le long terme. Donc, on va les aider à faire le recrutement et même nos directeurs d'investissement, parfois, font les entretiens avec les entreprises pour recruter ce type de personnes ou des personnes clés dans l'entreprise pour mettre en place, par exemple, un comité de direction. Donc ça, D'accord. c'est le type d'accompagnement qu'on va faire et où on va solliciter des personnes extérieures, mais sinon, ne Donc, serait-ce que c'est quelque part du digital jusqu'au mandataire social que vous allez chercher. Vous avez une offre potentiellement globale. Oui, tout à fait. Sur l'ensemble de la chaîne de valeur de l'entreprise, on va l'aider. Et au-delà de ça, rien que le directeur d'investissement, hein, celui qui a initié le dossier d'investissement au tout début, et je rappelle, un dossier d'étude d'investissement, c'est 4 à 6 mois de travail. On vient rencontrer les équipes, on vient faire des audits. Si c'est du logiciel, on vient auditer le code pour vérifier qu'il n'est pas obsolète, etc. On rencontre les équipes dirigeantes, les N-1. Et derrière, le directeur d'investissement va suivre et va accompagner l'entreprise et ses équipes au quotidien. Et donc là, par exemple, nos équipes ont une vraie expertise sur les notions de croissance externe, donc l'acquisition d'entreprises du même secteur pour mailler de manière géographique le territoire et pour grossir plus vite et pour accéder plus rapidement donc au stade d'entreprise de taille intermédiaire. Et donc, si je D'accord. reprends sur les 10 dernières années, l'équipe, Mhm. par exemple, là, a réalisé plus de 90 opérations de croissance externe avec nos participations. Donc, on voit là vraiment qu'il y a un vrai savoir-faire en interne pour aller identifier, cibler les bonnes entreprises et derrière aider la PME à l'intégration de cette nouvelle entreprise.
Parfait. Merci. Alexis de Generali Lumina, comment gérez-vous le potentiel risque d'illiquidité des fonds? Ça, c'est très important. Et puis, à la suite de cela, même si vous avez amorcé le sujet déjà, donnez-nous, s'il vous plaît, 2 exemples d'investissements réalisés par Lumina qui nous parlent de façon très pragmatique, si possible. Alors le risque d'illiquidité, le risque de liquidité, il n'a pas lieu d'être dans le fond puisque c'est directement Generali qui va venir vous racheter les parts. Maintenant, en termes de gestion, effectivement, les entreprises de private equity enfin, non cotées sont peu liquides. Là, on fait totalement confiance aux gérants Adam Street pour aller sur des entreprises qui sont d'une certaine taille, puisque ce sont les entreprises les plus petites qui sont les moins liquides. Et puis on fait vraiment confiance aux gérants. Ils ont 50 ans d'expérience, donc il n'y a pas de souci. Mais pour le client final, il va pas y avoir ce risque de liquidité puisque c'est Generali qui va le porter. D'accord. Et ensuite, Des ouais, bah exemples, pour les voilà, exemples, on en a déjà pragmatiques. parlé, mais je peux recommencer si vous voulez. Bon, bah, à ce moment-là, repositionnez vos 2 exemples, s'il vous plaît, Alexis, puis Oui, bien ensuite, sûr. Ouais. Louis nous donnera ses exemples. Bah, on peut en avoir d'autres. Bah, on va avoir un exemple d'investissement dans un fonds en secondaire qui s'appelle le Progestis, que j'aime beaucoup. C'est Adam Street, qui n'est pas spécialiste du marché chinois, fait appel à plusieurs gérants chinois, dont Boyu Capital, qui est très présent sur le marché chinois, pour gérer du capital risque. Donc, vous vous en souvenez de la petite courbe, c'est au tout début. C'est les startups en Évidemment. Chine. Donc, on a à peu près 800 startups chinoises dans le fond. Donc, ça prouve la force d'Adam Tree d'aller chercher des petites sociétés de gestion qui sont spécialisées sur un marché de niche. Et puis bon, après, bah, je vais répéter tout simplement l'exemple moi que j'aime beaucoup de Near You. C'est vraiment s'adapter au comportement des consommateurs. Voilà, il y a l'expansion du télétravail, de la mobilité tout simplement, et pouvoir bien entendu en refacturant à son entreprise, hein, c'est le but ultime de cette application, travailler dans les espaces de travail qui sont propres, qui sont proches de chez soi à travers le monde. Je trouve que ça fait partie de la révolution du monde du D'accord. travail couplé à la mobilité. Merci. Louis, 2 rapides exemples, s'il vous plaît? Ouais, bien sûr. Alors, je vais prendre, on parlait du secteur de l'informatique, du digital, donc je vais prendre un premier exemple qui est dans ce secteur-là, hein, qui est une société basée en Île-de-France qui s'appelle Metaline. Ça vous parlera pas, mais parce que c'est une société de B2B, hein, qui s'adresse à une clientèle d'entreprise et qui fait de l'infogérance. Donc, l'infogérance, c'est la gestion du parc informatique d'une entreprise. Ils font également de la gestion de bases de données, de data center, comme on dit en anglais. Et ça, je prends cet exemple-là parce que ça illustre parfaitement le point que je donnais dans ma précédente réponse, qui était la stratégie de croissance externe qu'on fait avec certaines de nos participations. Ici, c'est une société qu'on a accompagnée depuis 5 ans. On vient d'ailleurs de réinvestir dedans tout récemment, il y a quelques jours. C'est une société, quand on est rentré, elle faisait une dizaine de millions d'euros de chiffre d'affaires. En 5 ans, on a multiplié par 5 son chiffre. Donc aujourd'hui, on est à 60 millions d'euros. C'est-à-dire qu'on a dépassé le cap de d'ETI. Donc on est maintenant devenu une entreprise de taille intermédiaire. Et comment on a fait ça? Au travers de croissance externe. Donc on a réalisé 7 opérations au cours de ces 5 dernières années. Mais Ça, dites-moi, c'est Louis, comment une société comme ça, dans l'infogérance, peut émerger et être ultra prometteuse, alors que des sociétés comme Atos, dans l'infogérance, justement, veulent segmenter leur, euh, leur activité pour mettre l'infogérance dans une branche qui sera sans doute en difficulté. Comment on peut d'un côté croître de façon exponentielle, de l'autre être un petit peu sur un marché déjà mature? Qu'est-ce qui fait que cette société est là beaucoup plus que des grosses boîtes comme Atos, par exemple? Bah, déjà, c'est un marché, certes, où il y a des gros acteurs, mais il y a énormément de petits acteurs qui sont implantés depuis très longtemps en région. Et D'accord. donc, c'est grâce à cette stratégie de maillage territorial, mais que vont faire de très gros acteurs aussi, mais qui vont plutôt racheter des gros acteurs. Et c'est pas exclu qu'un jour, une société comme ça
deviennent suffisamment importantes pour être achetées par un acteur d'autant plus important. Vous voyez, c'est une pyramide de sociétés qui sont en train de mailler le territoire petit à petit. Et au début, les très gros acteurs qui font aussi de la croissance externe vont regarder des acteurs un peu moins gros et vont s'intéresser aux plus petits petit à petit. Donc, on est vraiment dans cette phase de construction d'un marché qui était très éclaté. D'accord, très éclaté au départ. Ouais, si vous vouliez un deuxième exemple qui est là plutôt dans la santé, hein, si on est bon dans le timing, Jean-Yves. On est bien, oui, on peut tout à fait avoir un deuxième exemple avant de passer aux questions des auditeurs. Ouais, bien sûr. Et donc là, sur le point de. Et d'ailleurs, je pourrais répondre à votre question sur cette ce second exemple qui est Sagitta Pharma. Ça, c'est une société dans la santé qui fait de la distribution de produits pharmaceutiques auprès des pharmacies. En fait, c'est deux anciens pharmaciens qui ont créé cette société, qui font d'un côté centrale d'achat pour les pharmacies et de l'autre grossistes répartiteurs. Donc, ils distribuent à la fois des médicaments qui sont remboursés, qu'on appelle over the counter, des médicaments remboursés sur ordonnance et d'autres qui sont over the counter, qui sont les Doliprane qu'on peut acheter comme ça sans ordonnance à la pharmacie. Et là, ça, c'est une société et c'est un marché qui est vraiment pris très largement par deux, trois gros acteurs. Et là, Sagitta, c'est une toute petite société. Et comment ils font leur place avec un taux de croissance qui est de supérieur, entre 20 et 25% de croissance, ils font depuis 5 ans. Donc, c'est assez exceptionnel. Vous voyez qu'on peut retrouver des taux de croissance impressionnants qu'on a l'habitude de voir plutôt dans des startups. Ici, dans des PME. Donc, quand on parle de PME de croissance, ça existe en France. Et là, on parle de croissance organique. Et donc là, comment ils ont réussi, c'est grâce à une offre complètement innovante et disruptive sur leur marché qui n'était pas proposée par des très gros acteurs. D'accord. Eh bien, écoutez, merci pour ces explications. On va passer aux questions des auditeurs. Alors, il y en a un certain nombre qui me sont, enfin beaucoup, hein, on ne pourra pas évidemment toutes les poser, qui sont généralistes, quelques-unes qui sont nominatives. La première nominative pour Alexis, hein, du coup, puisqu'elle concerne Lumina. Quelles sont, à votre avis, les classes d'actifs les plus prometteuses pouvant intégrer Lumina dans les prochains mois? Écoutez, Alexis, c'est pour vous. On est en train de renforcer petit à petit le co-investissement. Ça marche très bien. Alors co-investissement, ça peut être sur toutes les structures de capital, hein, mais on le fait surtout sur des entreprises assez matures et déjà rentables. Et on est très content de la stratégie secondaire qui représente au 30 juin 60% du fonds. Donc continuer à faire du secondaire. Le secondaire, ça donne droit à des décotes. Donc à de la performance et ça a une structure de rendement risque très très intéressante, en tout cas dans ces phases de marché là, donc co-investissement et marché secondaire. Vous dites que le marché secondaire donne l'accès à une certaine décote. Vous êtes sur le marché primaire, vous voulez que l'entreprise croisse, qu'elle ait un maximum de valorisation. Le but, quand je la revends sur le marché secondaire, c'est la revendre avec le maximum de plus-value. Pourquoi je suis obligé de consentir une décote à ce moment-là quand je suis sur le secondaire, en réalité? Alors c'est une excellente question. En fait, les détenteurs de positions de private equity sont souvent des investisseurs institutionnels, type assureurs, caisses de retraite, fonds de pension, etc. Ces investisseurs institutionnels ont des limites de risque. Je vais dire n'importe quoi, un fonds en euros à 5% maximum à allouer sur du private equity. On a quand même les valorisations du private equity qui ont bien explosé ces dernières années, explosé dans le bon sens, hein, bien entendu. Donc ces 5% qui étaient alloués au private equity sont devenus 7, 8, 9%. Donc pour des questions réglementaires et de budget de risque, ces investisseurs institutionnels doivent vendre leur position, puisque réglementairement, ils n'ont pas le droit d'aller au-dessus de 5%. Donc là, c'est le travail d'Adam Street, qui fait du secondaire. Ils attisent, je ne crois pas que vous n'êtes pas sur le secondaire, mais c'est le travail des sociétés de gestion qui font du secondaire, de connaître le private equity. C'est un métier de connaissance humaine plus que de connaissance technique. Et c'est vraiment de connaître tous ces investisseurs institutionnels et de dire, moi je m'appelle Adam Street, je sais que vous avez des positions à vendre de private equity, moi je vous le rachète tout de suite en secondaire avec une décote de X. Il va y avoir un autre investisseur qui va dire X-1, X-2, X1, etc. Et ça va faire un appel d'offres et ces fonds vont partir avec une décote parce que l'investisseur institutionnel a ce besoin de liquidité et d'arriver dans ses ratios de risque assez vite.
D'accord. Bon, écoutez, très bien, merci. Alors, une deuxième question nominative de nos auditeurs pour, du coup, Louis, hein, d'accord, puisqu'on s'adresse à Isatis, là, nominativement. Votre fonds Isatis Capital est dédié à l'assurance vie et au plan d'épargne retraite. Donc, très clairement, l'adhérent a lu la documentation qui est déjà disponible sur notre site. Au-delà de la diversification que le private equity apporte, pouvez-vous nous expliquer l'intérêt de ce type de fonds au sein de contrats d'assurance vie? Ouais. Donc déjà, on a déjà un petit peu parlé, hein, mais le fonctionnement de ce type de fonds, que ce soit le fonds de Isatis Capital Vie Retraite ou celui de l'UNINA, ce sont des fonds qui sont perpétuels. Et je pense que ça mérite de refaire un petit point là-dessus. C'est-à-dire que Alexis parlait également des fonds plutôt dédiés aux institutionnels, aux caisses de retraite, fonds de pension ou grandes family office. C'est des fonds qui sont habituellement datés avec une période de vie prédéfinie. Donc le fonds va collecter l'argent, va investir dans des entreprises. Derrière, il va y avoir une durée de X années et au bout de 6 ans, 7 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans, ils vont céder les entreprises et le fonds va être clôturé. Ici, on est sur des fonds qui n'ont pas du tout cette mécanique, on est sur des fonds qui sont perpétuels, donc un peu ce qu'on a tendance à voir sur les marchés cotés en unité de compte. Donc c'est des fonds qui sont d'une durée de vie de 99 ans et comme le disait également Alexis, avec une valeur liquidative bimensuelle. Donc tous les 15 jours, je peux venir investir à mon rythme avec un montant qui est tout à fait accessible puisqu'il est à partir de 1000 euros. Et donc, je peux investir à mon rythme tous les 15 jours si je le souhaite, tous les mois, tous les 3 mois, tous les 6 mois, tous les ans, comme on le souhaite. Et je peux également désinvestir à mon rythme en cas de besoin. Même si on recommande un horizon de placement de 8 ans, hein, qui est un horizon de temps long, il faut du temps, on est sur un métier d'accompagnement long, donc on va chercher de la performance sur le long terme. Mais si jamais pour une raison X ou Y, j'ai besoin d'argent et je souhaite racheter mon contrat, c'est possible. Donc c'est tout l'avantage du private equity au sein de contrats d'assurance, c'est la liquidité également que ça apporte. Donc Alexis a expliqué que son fonds, que Generali apportait la liquidité au fonds, hein, à une classe d'actifs qui n'était pas liquide par définition. Et de notre côté, Isatis Capital, on apporte également, de par la construction de notre fonds, on n'en a pas parlé, hein, de la liquidité grâce à une poche d'OPC cotée qui est là pour générer de la liquidité si jamais il devait y avoir un choc des marchés et des demandes de rachat massif. Un tampon monétaire en réalité. Exactement. D'accord. Alors, la question suivante, elle est générique, mais elle s'adresse aux deux en réalité, hein, donc, je les lis, hein. Comment voyez-vous, messieurs, hein, d'abord, Alexis, à paramètres constants, donc paramètres constants, j'imagine, avec les tensions actuelles, hein, inflation, remontée des taux, guerre, etc., les performances de votre fonds, en fait, il y a les deux fonds, mais en fait, de votre fonds à 10 ans, soit, et là, l'adhérent pimente un petit peu sa question en disant soit l'horizon que justement vous recommandez, que Louis vient de recommander. Voilà, performance à 10 ans possible, sachant qu'évidemment on ne lit pas dans les marques de café, mais globalement, comment vous sentez les choses, Alexis? On va dire à paramètres constants, on entend beaucoup de parler de hausse des taux et de baisse de valorisation des entreprises de private equity. C'est vrai. Maintenant, faut pas oublier qu'il y a dans la formule de valorisation des entreprises, il y a les taux au dénominateur et au numérateur. Donc en haut de la petite formule, on va avoir les flux de trésorerie. Les flux de trésorerie, c'est miser sur les bonnes entreprises, les entreprises qui vont dégager des flux de trésorerie positifs et qui vont augmenter ces flux de trésorerie plus vite que les taux augmentent. Donc ça va être très intéressant ces prochains mois, ces prochaines années, parce qu'on est tout comme l'immobilier par exemple, on est dans un tout autre schéma et il va falloir prendre les bonnes décisions en tant que gérant. Mais quand on voit les performances du private equity et comment le private equity a résisté dans les précédentes crises, vs les marchés cotés qui s'en tirent très bien sur le long terme aussi, hein, pas de sujet. J'aurais tendance à dire que je suis assez confiant de par l'historique de performance de notre gérant et puis de par aussi cette Capacité de résistance. environnement de taux, c'est aussi l'environnement de taux ça et l'inflation qui va être assez je l'espère succincte, mais
mais sur les 10 prochaines années, en tout cas historiquement et malheureusement, comme on l'a dit, alors on n'a pas de boule de cristal, mais je sens les choses assez bien. Et vous avez la chance d'avoir deux solutions liquides ou semi-liquides. Vous pouvez faire des versements programmés. Vraiment, n'hésitez pas à diversifier vos portefeuilles avec cette classe d'actifs-là, parce que historiquement, on a quand même des performances qui sont très, très, très intéressantes et avec une volatilité qui est au final comparable au marché action. Merci. Louis, votre ressenti? Oui, je partage l'analyse d'Alexis, hein, et évidemment, nous, on a tendance à, quand on nous pose ce genre de questions qui est très macroéconomique, hein, on a tendance à répondre que le temps de l'entreprise n'est pas celui de la bourse. Vous voyez, quand on regarde les marchés cotés, dès qu'il y a une nouvelle annonce, les marchés réagissent de suite. Et donc, dans ces temps très incertains, on a une volatilité extrême sur les marchés. La valorisation d'une entreprise réelle, en fait, elle n'est pas volatile comme un cours de bourse qui vient analyser, anticiper une évolution potentielle future. Donc, nous, on se concentre vraiment sur notre métier, qui est l'investissement dans des entreprises et l'accompagnement de ces entreprises. Donc, on regarde un petit peu moins ces questions de macroéconomie. Par contre, on va évidemment être vigilant sur l'impact que tout ça a. On est évidemment vigilant sur l'inflation, par exemple, alimentaire, hein, qu'on peut avoir en ce moment, qui peut impacter certaines de nos participations, notamment qui sont dans le secteur de la nutrition, de la distribution de plateaux repas, notamment aux personnes âgées et personnes handicapées à domicile. Donc là, on va être vigilant, ça va avoir évidemment un impact sur le bénéfice, sur la marge, mais donc on va accompagner les entreprises au quotidien sur ces secteurs. On est là pour anticiper, et comme le disait très très bien Alexis, ce qu'on constate historiquement, c'est que les sociétés qui sont accompagnées par des fonds d'investissement ont une capacité à mieux traverser les crises. Donc, évidemment, je ne vais pas non plus me projeter sur l'avenir parce que personne n'en sait rien. Mais ce que je peux vous dire aujourd'hui, c'est que nos participations, on en a une trentaine aujourd'hui en portefeuille chez Isatis Capital et elles se portent pour la plupart très bien. Et avec notamment dans ce fonds Isatis Capital Vie Retraite, on a plutôt revu à la hausse les valorisations des entreprises sur cette dernière année et avec des résultats qui sont en ligne des budgets pour l'année. Parfait, merci. Donc, la question suivante, écoutez, je vais me permettre de répondre, hein. Ces deux fonds sont-ils disponibles dans les contrats Alpha Profit? Oui, dans les offres généralistes, donc les contrats généralistes, pardon, notamment Alpha Profit Vie. Donc, ces deux fonds et d'autres, hein, d'accord, on fait un focus sur ces deux fonds, mais on a en magasin également d'autres supports en private equity. N'hésitez pas à nous appeler pour qu'on en parle. On a voulu ce soir être extrêmement exclusif sur ces deux sociétés de gestion. Merci beaucoup, messieurs, pour vos explications. Il me reste à conclure en soulignant les lignes de force de cette réunion. Le private equity est un domaine d'expertise certes déjà connu, mais qui demeure encore très prometteur dans son ensemble, notamment via la mise en valeur des deux fonds, donc Isatis Capital et Lumina, déjà disponibles dans vos contrats d'assurance vie et de capitalisation. Les deux sont dotés, présentant, écoutez, à date, des solides performances depuis leur lancement. Par ailleurs, et cela révèle une importance de premier plan pour ceux qui sont sensibles à ce sujet, notamment depuis la mise en place de la loi Sapin 2 en 2016, les capitaux investis sur ces deux supports resteront toujours totalement liquides, divisibles, disponibles. Et c'est pour mémoire l'assureur qui porte exclusivement l'éventuel risque d'illiquidité et de contrepartie. Enfin, ça c'est une habitude dans mes interventions, j'insiste sur la notion de risque choisi et son corollaire, la performance attendue, pressentie. En private equity, le risque est élevé, certes. Néanmoins, et on le sait tous, un investissement de long terme sur cette classe d'actifs vous permettra de diversifier d'une part vos encours en choisissant une thématique à fort potentiel qui jusque-là était essentiellement proposée aux investisseurs institutionnels. Et par ailleurs, écoutez, d'un point de vue thématique, vous pouvez aussi choisir certaines solutions qui ne sont pas présentes dans d'autres EPVM plus classiques. Il me reste à vous saluer. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente soirée. À demain, très rapidement, sur nos lignes pour qu'on puisse vous accompagner sur toutes les classes d'actifs et notamment celle-ci. À bientôt. Au revoir.